l'intérêt de la France, ni dans la cohérence de son histoire, de changer de République. Je le dis comme président investi du devoir de la défendre, mais aussi avec la conviction du citoyen qui, pendant ces années, a observé et réfléchi au mouvement de notre peuple, à ce que nous apprend notre histoire et à ce que nous devons conclure des accidents des autres démocraties. Pour moi, ce serait tout à la fois inutile et présomptueux. Nos institutions conservent, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, toute leur force. Aussi, pour préserver la Constitution, non seulement dans ses ressorts, mais aussi dans l'adhésion que les Français lui portent, il faut d'abord la faire vivre, user de tout ce qu'elle permet et s'interdire tout ce qu'elle ne permet pas, et ne céder à aucun débat, aucune mode du moment qui consisterait à dire que appliquer la Constitution deviendrait non démocratique, ne serait plus à la mode. Dans ce programme a priori banal réside une grande ambition, croyez-moi. Car notre Constitution dispose d'outils légitimes et leur usage est toujours justifié, sauf à raturer notre histoire républicaine, sauf à remettre en cause le principe même d'un gouvernement républicain, de celui-là en particulier avec son équilibre réel façonné par l'esprit des institutions et la pratique. Notre Constitution comporte aussi des limites, des points de transgression, entre autres l'intangibilité du droit d'asile, l'égalité des citoyens devant la loi. Et sauf, comme je l'ai dit à l'instant, à vouloir nier notre héritage, obscurcir notre horizon, il faut s'abstenir de les franchir. Mais préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. Cela suppose d'agir. En 1958, ce fut sa raison d'être. Et elle demeure. Agir pour protéger au quotidien contre les grands bouleversements du monde, pour tenir chaque jour la promesse et l'ordre de la République, pour rebâtir l'unité de la nation. Je crois dès lors que notre Constitution mérite d'être révisée quand cela est nécessaire, tout en s'assignant deux impératifs majeurs, être conséquent et être cohérent. La réforme institutionnelle doit toujours répondre à ces deux nécessités. On ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes ou pour la beauté du geste. C'est là un acte grave, c'est la raison pour laquelle il n'est jamais simple à accomplir. La Constitution a, chacun le sait, accueilli des changements profonds. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, la saisine du Conseil constitutionnel, le quinquennat, la responsabilité pénale du président, l'extension du champ référendaire, des pouvoirs nouveaux du Parlement, la reconnaissance des droits de l'opposition. Elle a accueilli les évolutions de notre temps, celles en tout cas qui s'inscrivent dans notre idéal républicain. L'inscription de l'interdiction de la peine de mort, l'égalité entre les femmes et les hommes ou la charte de l'environnement. Elle doit accueillir demain de quoi permettre de retrouver le sens de notre destin. Et quelles sont, sans être exhaustif ici, les principales attentes auxquelles il nous faut répondre aujourd'hui? D'abord, permettre aux citoyens d'être sans doute davantage sollicités et mieux associés. À cet égard, la question de l'extension du champ référendaire est aujourd'hui posée par de nombreuses formations politiques. En son temps, François Mitterrand avait souhaité l'élargir à tous les sujets de société, en particulier l'école, où se joue en effet tout. Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy l'ont étendu à un certain nombre de réformes économiques, sociales, environnementales. Il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappent au champ de l'article 11 de notre Constitution. J'ai ouvert ce chantier à Saint-Denis avec l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement et avec le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, le président du CESE. Et je souhaite que nous puissions trouver collectivement les moyens de mener à son terme ce chantier, en lien étroit avec le président de nos assemblées. Mais disons-le avec clarté, étendre le champ du référendum ne peut permettre et ne saurait permettre de se soustraire aux règles de l'état de droit, comme je l'ai rappelé. De même, la souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus. Et son champ devrait également être élargi pour s'identifier à celui du référendum d'initiative présidentielle du même article 11. Champ du référendum, donc, qui doit pouvoir être discuté et peut-être s'ouvrir à de nouvelles questions. Simplification de la procédure
référendum d'initiative partagée. Mais au-delà de cela, une troisième question émerge derrière le sujet du référendum, celle qui consiste aussi à établir des garanties solides pour éviter la concurrence des légitimités. J'ai été frappé durant ces dernières années, en écoutant nos concitoyens comme plusieurs formations politiques, au fond du ressentiment qui était né du vote de 2007 revenant sur les résultats du référendum de 2005. Et il nous faut en tirer la substantifique moelle. Et cette question, au fond, de la bonne articulation entre les légitimités démocratiques est une question essentielle qu'il nous faut trancher dans la réforme du référendum. Vouloir faire un référendum sur le sujet qui vient d'être débattu par le Parlement et d'être tranché par une loi n'est, je crois pas, de l'ordre du bon gouvernement, car il ferait bégayer la République et consisterait en quelque sorte à créer un système permanent de balancier où ce que le Parlement aurait décidé une année, un référendum d'initiative partagée pourrait le défaire 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Très rapidement émergerait la question légitime, à quoi sert le Parlement? À l'inverse, si le peuple, sollicité par un référendum, venait à décider de tel ou tel sujet, et que le Parlement pouvait y revenir 1 an, 2 ans plus tard, dans les mêmes termes, et défaire ce qui venait d'être dit, le peuple se sentirait légitimement floué. Nous avons aussi, dans le cadre de cette réforme, je crois essentielle et que nous ne devons pas écarter, éviter toute forme de confusion et préserver la force de notre démocratie représentative, préserver évidemment la force de la démocratie directe et de ses voix, mais assurer leur respect réciproque et la bonne organisation de ces expressions. Sinon, l'une et l'autre se brouilleraient, s'affaibliraient, et c'est toute la République qui en perdrait cet équilibre et cette force que je défends depuis tout à l'heure. Il reste que, assorti de ces saines garanties, modification de champ, de la procédure, des procédures de référendum et de cette bonne articulation sont, je crois, de nature à répondre aux aspirations démocratiques de notre temps. Mais je crois là que ça n'épuise pas l'aspiration à plus de démocratie et la volonté qu'ont aussi nos concitoyens à être mieux associés à la fabrique de la loi, pour en renforcer la légitimité, pour que celle-ci soit également préparée encore différemment. J'ai porté depuis 6 ans plusieurs innovations démocratiques en l'espèce. Le Conseil national de la refondation, que nous devons amplifier et aménager, a renversé la logique descendante de l'action publique, constitue une vraie réforme de l'État menée à bas bruit vers plus d'efficacité, de démocratie dans nos territoires et une meilleure association de tous nos concitoyens, y compris dans l'action publique au quotidien, tout en respectant strictement la séparation des pouvoirs. La réforme du Conseil économique, social et environnemental, au terme de la loi organique du 15 janvier 2021, a permis aussi de renforcer cette Chambre et de favoriser, d'organiser la consultation des citoyens, suite à la fois au grand débat qui avait suivi la crise des Gilets jaunes et à la Convention citoyenne sur le climat, et à la lumière de ce que nous avions bien et moins bien fait, innovation en temps réel de notre vie démocratique, nous avons pu, par la loi organique, bâtir une nouvelle manière de nous organiser. Les conventions citoyennes, comme celle sur la fin de vie, permettent de construire un débat ouvert, éclairé par les meilleurs experts et dans les meilleures conditions, et je le crois très profondément, de mieux préparer les projets de loi et d'éclairer le législateur comme le peuple. Ils ne sont en rien concurrents du travail ni du gouvernement, ni du Parlement, et encore moins de la voie référendaire, mais ils viennent compléter cette vitalité. Je crois que ces initiatives, ces innovations démocratiques qui figuraient dans le projet constitutionnel discuté en 2018, qui ont pu être traduites par un changement organique, sont complémentaires de la question du référendum et consolident, j'en ai la conviction, une démocratie plus délibérative et favorisant une meilleure participation de nos concitoyens. L'autre grand sujet est celui également de l'organisation renouvelée de notre action publique. Dans certains territoires,
en particulier ceux dont la singularité impose des adaptations constitutionnelles. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie exige un cheminement commun qui nécessitera à coup sûr une révision constitutionnelle. C'est un sujet en soi. La Corse, par sa singularité insulaire et méditerranéenne, compte tenu, il faut bien le dire, des insuffisances de la mise en œuvre de la loi organique existante, et à la lumière de la situation politique de la dernière décennie, ouvre la voie à une forme d'autonomie dans la République en fonction de ce que les forces politiques sauront faire cheminer. Indivisible, en effet, ne signifie pas uniforme. L'idéal républicain est assez fort pour accueillir les adaptations, les spécificités, les particularités, l'unité de la France après tant de siècles de centralisation dont chacun aujourd'hui perçoit la limite et les impasses, supportera cette répartition nouvelle des pouvoirs. Mieux, je le crois profondément, notre unité sera plus forte. Et à ce titre, tout particulièrement, l'ensemble de nos outre-mer doivent pouvoir être mieux reconnus dans notre Constitution. Et si le consensus se dégage en ce sens, donner lieu aussi à des évolutions du texte constitutionnel. Mais au-delà de ces collectivités, toute notre architecture territoriale est à repenser. Parce que depuis 40 ans, l'idéal de démocratie locale a organisé l'empiètement, la concurrence parfois, la coexistence en tout cas, de collectivités et de l'État, parfois des collectivités entre elles, sans que l'écheveau des compétences ne soit réellement tranché. Cette décentralisation inachevée produit de l'inefficacité pour l'action publique, elle produit aussi de la perte de repères pour nos concitoyens. Qui est responsable de quoi? Quand et comment sont désignés les dits responsables? Quel impôt concourt à quel service public? Une grande majorité de Français ne connaissent plus les réponses à ces questions simples. Je l'ai dit au début de mon propos, la République a gagné dans les urnes et dans l'esprit des Français quand elle a su leur offrir la clarté et la légitimité. Le Sénat, par ses travaux, a commencé à éclairer cette question. Et à l'heure où nous avons besoin de nous unir, nos maires et plus largement tous nos élus locaux confortent aussi de tout leur dévouement notre cohésion nationale. Il nous faut les aider à agir mieux, parfois, lorsque c'est nécessaire, à adapter les normes, à leur donner plus de liberté, mais laquelle doit aller avec plus de responsabilité et de clarté démocratique. Pour toutes ces raisons, j'ouvrirai ce chantier d'une nouvelle étape de la décentralisation avec l'ensemble des forces politiques et en coordination étroite avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Référendum, décentralisation. Au fond, vous le voyez, il s'agit là de donner plus de force à la souveraineté populaire, de retrouver plus d'efficacité par plus de clarté des responsabilités. C'est, je le crois, l'esprit profond de nos institutions. Au-delà de ces deux grands axes qui me paraissent nécessaires aujourd'hui pour répondre aux défis du temps, je ne peux ici être exhaustif, mais je ne veux pas manquer de mentionner aussi plusieurs autres sujets qui ont émergé ces dernières années. Des initiatives parlementaires ont été prises il y a quelques mois pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse. J'ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un congrès à Versailles. Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible. Ces projets de révision sont déterminants. Je sais aussi qu'ils n'épuisent ni toutes les volontés de réforme, ni toutes les préoccupations légitimes. L'idée d'inscrire la protection du climat au cœur de nos normes constitutionnelles peut s'avérer aussi un signe d'engagement de notre nation en train d'inventer son propre chemin de progrès, de science et de justice dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais avec ou sans cette mention constitutionnelle, et dans l'intervalle qui nous sépare de cette éventuelle révision, soyons fidèles à l'esprit de notre République et donc agissons dans le cadre qui est déjà le nôtre avec ambition et unité. Enfin, la question de l'indépendance du parquet, l'amélioration de la procédure législative ne saurait être exclue. Elles avaient donné lieu d'ailleurs à des premiers travaux et il nous appartiendra, ensemble, dans les mois à venir, d'apprécier si une majorité est possible dans cette direction.
Mesdames et messieurs, en 1958, comme aujourd'hui, la nation est dotée d'une république capable de répondre de son destin. Parce qu'elle est aux proportions de notre histoire et qu'elle abrite, qu'elle résume, qu'elle poursuit, cette république est en quelque sorte à la mesure de notre avenir. Pour cela, nous devons la défendre, chacun en ce qui nous concerne. Défendre cette république, défendre cette constitution qui est la nôtre, en la faisant aimer, en l'enseigner. Je vous remercie pour votre engagement en la matière. Donnons-la à voir là où se forment les esprits républicains, à l'école, dans nos services publics, dans toutes les trajectoires individuelles qui triompheront des assignations. Faisons-les vivre dans nos institutions, à la place qui est chacun la nôtre. Notre tâche de citoyen, notre devoir, est précisément de défendre cette République et cette Constitution, de les transmettre. Ces valeurs viennent de très loin dans notre histoire, et si nous en sommes chacun les garants, elles sauront triompher de toute fatalité.